Podcalz, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Bonjour à tous, nouvel épisode du Podcalz, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir le professeur David Vallon. Bonjour David. Bonjour. David, aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux traitements et d'immunothérapie en particulier, mais entrons dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter évidemment vos travaux, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, je suis le professeur David Vallon. Je dirige le Centre mémoire de ressources et de recherche au CHU de Rouen et j'ai également actuellement la mission de la présidence de la Fédération des centres mémoire. Mes travaux de recherche concernent principalement les formes à début précoce de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire celles qui commencent avant 65 ans, et plus particulièrement sous l'angle de la génétique, pour déterminer les facteurs génétiques et les causes génétiques qui sous-tendent ces formes à début précoce. David, j'ai entendu parler du lecanemab, un nouveau traitement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce dont il retourne? C'est porteur d'espoir, évidemment. Tout à fait, c'est un traitement qui est à l'issue d'une longue période de développement d'une stratégie, qui est la stratégie d'appliquer le système immunitaire pour se débarrasser d'un des constituants essentiels de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, elle repose sur deux types de lésions, et l'une d'entre elles, c'est le peptide amyloïde. Et le principe de l'immunothérapie est d'utiliser le système immunitaire pour se débarrasser de ce peptide amyloïde chez les patients. Et donc l'immunothérapie, c'est pas tout nouveau, ça fait à peu près 20 ans qu'on essaie de développer des anticorps, c'est comme ça que ça marche. L'immunothérapie, ça existe dans d'autres maladies que la maladie d'Alzheimer, c'est déjà bien éprouvé dans le cancer, dans la rhumatologie également. Et donc ces anticorps, ils sont censés attraper le peptide et nettoyer le cerveau du patient. Année après année, affinement sur les stratégies de l'anticorps, comment il va se fixer, comment il entretient le mécanisme immunologique. On est arrivé à des anticorps qui ont une forte capacité à retirer le peptide amyloïde, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. C'est pour ça qu'il a fallu 20 ans pour en arriver là. C'est extrêmement porteur d'espoir, David, ce que vous nous dites là. Tout à fait, parce que à partir de ce moment-là, lorsqu'on arrive vraiment à retirer le peptide amyloïde, on peut, en tout cas c'est l'espoir qui est apporté, on peut envisager de modifier le cours évolutif de la maladie, d'infléchir le déclin cognitif des patients. Est-ce qu'on connaît déjà l'efficacité du lecanemab, David? Alors on la connaît grâce à la dernière étude qui a été menée, qui est une étude qu'on appelle de phase 3. La phase 3, c'est la dernière phase dans laquelle on teste l'efficacité contre quelque chose. Comme il n'y a pas de médicament de référence, il a été testé contre le placebo, ce qui est tout à fait classique quand on n'a pas de médicament à tester par ailleurs. Dans cette phase, qui a regroupé plus de 1000 patients à travers le monde, c'est un essai multicentrique, il a été montré que le traitement par lecanemab contre le placebo réduisait la pente du déclin cognitif de 27% à peu près. Ça veut dire que, des deux enseignements, tout d'abord, le fait de prendre le traitement, d'administrer le traitement, n'empêche pas totalement l'évolution de la maladie, puisque c'est une réduction de la pente du déclin et pas une annulation de cette pente, mais qu'elle est tout de même significative, puisque à 18 mois de traitement, il fallait traiter les patients jusqu'au 18e mois, on avait cette réduction de la pente. C'est-à-dire qu'on perdait moins de capacité cognitive à hauteur de 27% par rapport au groupe qui, lui, recevait le placebo. David, vous venez de parler à l'instant même de 18 mois. C'est très peu de temps et c'est donc, encore une fois, je me répète peut-être, mais c'est très porteur d'espoir. Alors oui, 18 mois, c'est à la fois court et long. C'est court parce que la maladie, elle évolue pas sur 18 mois. Elle évolue de manière clinique sur des années, le plus souvent en moyenne 10 d'années. Et puis, de plus, c'est également long parce que pour un laboratoire industriel, développer un médicament et donc attendre la fin de la preuve d'une efficacité ou au contraire de l'absence d'efficacité, 18 mois, c'est extrêmement long. Il y a peu d'essais thérapeutiques qui ont une durée encore plus longue que 18 mois. Ça existe, mais c'est vraiment extrêmement rare. Et donc, c'est un juste milieu qu'il faut parfaitement doser en espérant ensuite que les données, notamment en vie réelle, c'est-à-dire lorsqu'on administre le traitement à des patients hors d'un programme de recherche, on puisse accumuler des quantité de données suffisantes pour prouver que c'est encore plus efficace quand on traite longtemps. Mais le laboratoire, à un moment donné, est obligé de proposer la mise sur le marché, puisqu'il y a une règle qui s'applique à toute l'innovation, quelle qu'elle soit, même pharmaceutique, et encore aussi bien dans la maladie d'Alzheimer, c'est les 20 ans de protection d'un brevet.
Et comme un brevet est déposé bien avant d'arriver sur le marché, un brevet, il faut protéger une molécule dès qu'elle commence à être testée chez l'homme, parce qu'on est obligé de faire des documents officiels, donc on révèle son process de fabrication et son existence, et ben ça c'est protégé. Et donc souvent, il y a 10 ans, voire parfois même 15 ans nécessaires pour protéger avant que le médicament soit disponible sur le marché. Donc c'est une vision qui a une perspective évidemment financière, c'est la réalité. Mais néanmoins, cette perspective financière est le moteur de l'innovation. Et donc, il faut trouver un juste milieu. Et le juste milieu, il est permis grâce à ce brevet qui reste à 20 ans. Dans quel pays est utilisé le lecanemab ? Alors, le lecanemab, il est déjà autorisé et administré en soins courants, c'est le terme qu'on utilise, pour dire quand on n'est pas dans le contexte de la recherche. Il est déjà utilisé notamment aux États-Unis, au Japon, et également dans certains pays d'Asie, comme par exemple la Corée du Sud. Il y a d'autres pays également, l'Angleterre va s'y mettre prochainement, puisqu'il y a également une autorisation qui a été obtenue. Les données qu'on a sont très intéressantes parce qu'on a pu constater que, tout du moins pour les éventuels effets indésirables, dont on pourra reparler après, eh bien, ça correspond à ce qu'on a constaté dans les tests cliniques qui ont été effectués de par le monde. Et donc, on n'a pas de grand décalage entre les patients qui étaient dans les tests cliniques, les essais cliniques, et la vie réelle, ce qui est constaté aux États-Unis. Et en termes de nombre, c'est intéressant de savoir combien de patients. On est vraisemblablement à plus de 10 000 patients traités aux États-Unis, et on a dû dépasser les 1000, 2000 patients au Japon. Donc, encore une fois, c'est porteur d'espoir. La cohorte et finalement la vraie vie, l'IRL comme on dirait aux États-Unis, les résultats concordent parfaitement. Oui, alors en termes d'efficacité, c'est encore trop tôt pour le dire. Et puis, on n'a pas les mêmes outils de mesure. Les outils de mesure qui sont en recherche sont très précis, très calibrés, etc. En vie réelle, on a différents moyens de mesure, et donc c'est parfois difficile de les harmoniser. Mais d'où l'importance d'ailleurs de créer des bases, des registres, et c'est un des objectifs, par exemple, de la Fédération des centres mémoire que je pilote, dans l'éventualité de la mise en place du traitement en France. Et alors justement, la France, vous nous avez parlé des États-Unis, de nos amis anglais dans quelques temps, vous nous avez parlé de l'Asie, mais la France, qu'en est-il, David ? Alors la France, elle est soumise à la juridiction européenne. Donc la première étape était d'obtenir une autorisation de mise sur le marché européen. Cette autorisation, elle a pris un peu de temps, mais elle a été obtenue pour le lecanemab à partir du mois d'avril. Donc la Commission européenne a publié l'avis officiel de l'Agence européenne du médicament, qui est une autorisation officielle de mise sur le marché. Mais ça, c'est une première étape qui est européenne. Ensuite, les choses descendent au niveau de chaque pays pour structurer l'accès au traitement. Et l'accès au traitement, on parle souvent d'accès au marché, mais c'est plus simple de dire l'accès au traitement, eh bien, il est un peu propre à chaque pays. Et donc, pour la France, les étapes sont en 2 temps. Il y a une première étape qui est dans l'objectif d'avoir le plus rapidement possible un traitement. Il y a des conditions, par exemple que la maladie soit sévère, qu'elle soit grave, qu'il n'y ait pas de traitement alternatif. La maladie d'Alzheimer correspond bien à cette définition. Et auquel cas, il est possible d'obtenir une autorisation d'accès précoce. Cette autorisation, elle est demandée par le laboratoire et elle est co-organisée par notre haute autorité de santé, l'HAS, et par l'Agence nationale du médicament qui est l'ANSM. Une fois que cette autorisation d'accès précoce est obtenue, alors à ce moment-là, c'est la première fois qu'on peut administrer le traitement à des patients hors recherche. Cela représente un petit nombre de patients et il y a surtout l'importance d'avoir un accès en droit commun. Et là, c'est un petit peu différent puisque là, le point important, c'est est-ce que le médicament est remboursé ou pas ? Et ça prend un peu plus de temps, là, souvent entre 1 an et demi à 2 ans, et donc ça sera la deuxième étape. Les 2 étapes ne sont pas nécessairement corrélés, c'est-à-dire qu'on peut ne pas obtenir une autorisation d'accès précoce pour différentes raisons, mais quand même, à la fin, avoir une autorisation de mise sur le marché français avec un remboursement en France. L'inverse est aussi possible. On peut obtenir une autorisation d'accès précoce et, in fine, l'HAS décide de ne pas rembourser le traitement. Tout est un peu décorrélé, mais on avance étape par étape. Cela dépend évidemment du coût du médicament, je suppose. Alors oui, c'est un des éléments qui est important dans la décision prise, mais c'est pas le seul. La balance entre le bénéfice et le risque est aussi un élément extrêmement important. C'est ce que va évaluer la commission de transparence de l'HAS. David, j'ai une question, comme ça qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous êtes vous-même optimiste ? Alors je crois qu'il faut l'être. On n'a pas trop le choix puisqu'on n'a pas d'alternative. Néanmoins, cette balance bénéfice-risque, elle est quand même assez ténue et il faut en avoir une lecture très approfondie pour arriver à comprendre les enjeux.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les agences qui vont évaluer les traitements vont être aidées par des experts qui vont analyser les données de la recherche, les données cliniques disponibles pour calibrer au mieux quel va être l'apport du médicament et quels vont être ses effets indésirables potentiels. Et en fonction de ça, eh bien, selon la décision des experts, les choses peuvent balancer d'un côté ou de l'autre. Donc oui, je suis optimiste parce qu'on a besoin d'avancer, on a besoin d'innovation dans la maladie d'Alzheimer, c'est absolument indispensable. Est-ce que l'on a trouvé le traitement miracle, unique ? Non. C'est pas aujourd'hui que je vais vous annoncer que ça y est, la maladie d'Alzheimer a trouvé sa solution. Mais ces petits pas, on les a connus dans d'autres maladies et les choses sont drastiquement différentes 10 ou 15 ans plus tard. On peut prendre l'exemple du cancer, on peut prendre l'exemple des maladies cardiovasculaires, etc. Même l'accident vasculaire cérébral en neurologie a complètement changé sa prise en charge. Eh bien, il faut commencer petit et se donner les moyens d'avancer vers l'innovation. Bon d'accord David, ok, je reconnais le scientifique, le professeur que vous êtes, vous tempérez évidemment toute l'envie qu'on a de mettre enfin Alzheimer KO. Mais on a parlé hors antenne que, à la fin de l'été, il y aurait quelque chose qui serait mis en place. Disons que c'est les estimations, évidemment, à prendre avec précaution, mais il devrait y avoir une première étape qui est cette réponse sur l'autorisation d'accès précoce à la fin du mois d'août, qui peut être favorable, qui peut être défavorable, ou qui peut entraîner des échanges de questions-réponses avant de prendre une décision entre favorable et défavorable. Si les choses sont favorables, et si on peut être optimiste, à ce moment-là, ça nous met en condition pour administrer les premiers traitements fin de l'été, début de l'automne, dans les différents centres qui seront autorisés à le faire, en France. J'ai envie de vous dire qu'on croise les doigts, David. Faut croiser les doigts. Alors justement, on parle des patients. Comment s'administre le lecanemab, très concrètement ? Le lecanemab, donc, c'est un traitement qui s'administre uniquement en perfusion, pour l'instant. Donc il faut faire une perfusion, donc mettre une voie d'abord veineuse. C'est pas juste une injection comme on peut faire un vaccin, ça c'est souvent des intramusculaires, c'est pas le cas pour le lecanemab. Il faut un cathéter dans la veine et une simple veine du bras. Et ensuite une injection qui dure à peu près 1 heure et puis un temps de surveillance juste après, donc forcément en milieu hospitalier. Pour l'instant, ça devrait être, mais ça, j'en ai aucune certitude, réservé au Centre Mémoire de Ressources et de Recherche. C'est ce qui semblerait le plus logique, avec l'objectif d'élargir dès que possible à des centres de type constellation mémoire de territoire, dont un grand nombre sont tout à fait structurés pour pouvoir administrer le traitement. Mais on va voir au fur et à mesure de ce que la réglementation va nous permettre de faire. David, une question qui peut paraître toute bête, mais le lecanemab est destiné à quel type de patient de la maladie d'Alzheimer ? Alors malheureusement, ce qu'il faut éviter de croire, c'est que le traitement va être administré à tous les patients ayant une maladie d'Alzheimer. Il a montré son efficacité uniquement dans une population de maladie d'Alzheimer au stade débutant. Ce qu'on appelle le trouble neurocognitif mineur, c'est-à-dire j'ai des troubles, mais je n'ai pas de retentissement dans ma vie de tous les jours, je fonctionne encore de manière parfaitement autonome. Et puis également le trouble neurocognitif majeur au stade léger, c'est-à-dire que je commence à avoir les premiers impacts de la maladie dans mon quotidien, je ne suis pas capable de faire des tâches complexes, j'ai besoin d'aide pour ça, mais pour le reste, je suis relativement autonome. Et ça a des conséquences en termes de fréquence, puisque le traitement doit être administré 2 fois par mois. Ce qui demande tout de même une disponibilité du patient importante. Et comme par exemple, si un patient souhaite se rendre dans sa famille assez à distance pour passer 1 mois et demi avec sa famille, c'est pas simple parce que le traitement il doit être administré tous les 15 jours. C'est contraignant. Après, c'est aussi une opportunité. Et donc, il va falloir composer avec les deux. Il est possible que des patients, de certaine manière, ne soient pas d'accord avec une telle contrainte. Mais on a à l'inverse aussi des patients qui ont une énorme attente par rapport à ce traitement, peu importe le rythme d'injection. Y a-t-il des effets indésirables à ce traitement ? Alors oui, il y a des effets indésirables. Ça, c'est très classique parce que médicaments sans effet indésirable égale médicaments sans effet tout court. Mais il est important de parler des effets indésirables du lecanemab. On en distingue principalement 2 grands cadres qui sont en fait des réactions liées au traitement. Le terme est joli, on appelle ça des ARIA, mais malheureusement, l'effet n'est pas si joli que ça, puisque on parle soit d'œdème au niveau cérébral, soit de microsaignement au niveau cérébral, et leur fréquence n'est pas faible, puisque dans un certain sous-groupe, avec des facteurs de risque bien identifiés, ça peut monter jusqu'à 30% des patients. Le point positif, c'est que ces ARIA, c'est des définitions radiologiques qu'on voit très bien à l'IRM, mais dans 95% des cas,
ils ne sont pas symptomatiques. Il n'y a aucun symptôme. Et donc, naturellement, ça va avoir une influence sur la façon de surveiller les effets indésirables, puisqu'on ne va pas pouvoir se cantonner à demander aux patients est-ce que vous avez des symptômes particuliers. Il faudra des IRM de sécurité régulièrement. Donc là encore, un contrôle très clair de la part des soignants. Exactement, et c'est parfaitement codifié. L'IRM, elle va être obligatoire évidemment avant le traitement pour vérifier un certain nombre de critères, vérifier qu'il n'y a pas de risque de faire ces genres d'ARIA, et ensuite, avant la 3e injection, avant la 5e injection, avant la 7e injection, avant la 14e injection, obligatoire. Les IRM conditionneront l'administration du traitement ensuite. Cela se fera le même jour qu'on a par exemple l'injection ou pas du tout? Non, plutôt de manière un petit peu dissociée, puisque les centres qui feront les injections, ce ne sont pas forcément des centres qui auront la disponibilité d'une IRM. On pourra tout à fait faire cette IRM dans un cabinet de radiologie en ville. On va sûrement avoir, nous, besoin que le secteur libéral de radiologie puisse nous aider à gérer les IRM régulières des patients traités. En somme, c'est un effort commun qu'il va falloir faire pour mettre enfin Alzheimer KO, entre autres peut-être avec le lecanemab. On croise les doigts. Exactement. David, on vient de parler de ceux qui pourront bénéficier des injections de lecanemab, mais y a-t-il des patients qui, à l'inverse, ne peuvent pas recevoir ce traitement? Alors oui, c'est vrai que c'est important d'en parler. Évidemment, il y a ceux qui sont trop sévères, donc qui ne répondent pas aux critères initiaux dont on a parlé, mais il y a d'autres critères. Il y a par exemple un patient qui serait traité par anticoagulant. Comme il y a un risque d'ARIA hémorragique, eh bien, on ne peut pas prendre ce risque avec un traitement anticoagulant. Donc, c'est une contre-indication au lecanemab. Autre situation, on a identifié des facteurs génétiques qui sont à risque de faire des ARIA quand on administre le traitement. C'est basé sur un gène qu'on appelle le gène ApoE. Il y a plusieurs variantes de ce gène, la variante 2, la variante 3 ou la variante 4. Eh bien, ceux qui sont porteurs de 2 variantes 4, on dit ça souvent ApoE4, E4 ou ApoE4-4, eh bien, eux n'auront pas la possibilité de recevoir le traitement car ils sont à très haut risque de faire une ARIA et en plus, peut-être qu'ils bénéficieraient moins d'un point de vue efficacité du traitement. Ce qui veut donc dire qu'il y aura une analyse génétique à faire obligatoirement avant de recevoir le traitement pour déterminer le statut de ce gène ApoE4. Attention, on le dissocie complètement de forme génétique, héréditaire, c'est pas la question. La question, ce sera chez le patient, est-il porteur d'une variante 4, de 2 variantes 4 ou d'aucune, et en fonction de ça, s'il en a 2, malheureusement, il ne pourra pas avoir le traitement. Très concrètement, ça représente beaucoup de gens, les ApoE4 ou 4-4 comme vous dites? Oui, effectivement, comme c'est un facteur de risque en plus de la maladie d'Alzheimer, et ben en fait, dans une population de maladie d'Alzheimer, il y en a plus que dans la population générale. Et pour vous donner les repères, les porteurs 4-4, ceux qui n'auront pas le droit de prendre le traitement, eh bien, ça représente à peu près 15% des patients. Donc c'est pas neutre quand même. Ensuite, ceux qui sont porteurs d'un allèle 4, mais ceux qui en auront qu'un, c'est moins gênant, ça représente à peu près 50% des patients. Et pour les formes génétiques de la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que ces patients peuvent justement bénéficier du traitement lecanemab? Alors pour les formes génétiques, donc qui sont dites héréditaires, où on transmet de génération en génération un gène qui n'a rien à voir avec l'ApoE, ce sont d'autres gènes, il a été décidé au niveau de la Fédération des centres mémoire de ne pas contre-indiquer le traitement à ces patients-là, dès lors qu'ils répondent aux critères, c'est-à-dire qu'ils ont des signes d'une maladie d'Alzheimer à un stade débutant. Donc encore une fois, c'est porteur d'espoir. Et ça, je voudrais que nos auditrices et auditeurs le comprennent bien, parce que le lecanemab va bientôt arriver. Allez, on croise les doigts, David, soyons optimistes, même si vous êtes un scientifique et donc vous vous basez sur des preuves très claires, très nettes et très précises. Mais je vais vous poser la question qui tue, si je puis m'exprimer ainsi, David. Dans combien de temps est-ce qu'on va mettre Alzheimer KO? Alors ça va prendre encore du temps, mais je pense que ça va dépendre de 2 facteurs. Le premier, ça va être d'agir de manière complète sur toutes les cibles de la maladie d'Alzheimer. Et je vous ai parlé à un moment donné du peptide amyloïde. C'est la première jambe de la maladie d'Alzheimer, mais il y en a 2. Il y a la protéine Tau. Et c'est probablement la coexistence de ces 2 lésions qui aboutissent à la maladie d'Alzheimer et qui aboutissent à son développement. Et donc, il va falloir à un moment donné s'occuper de cette protéine Tau aussi. Alors, la recherche est en place, il y a des choses qui arrivent, mais pas aussi avancées que le peptide amyloïde, parce que la protéine Tau, c'est une protéine qui est essentielle aux neurones. Elle dysfonctionne dans la maladie d'Alzheimer, elle s'accumule en quantité anormale, mais on ne peut pas l'en débarrasser puisque la protéine Tau joue un rôle. Donc c'est plus complexe, il faut être beaucoup plus fin. Ça, c'est le premier élément qui va être important. Le deuxième, ça va être de personnaliser l'approche tout au long de la maladie. La maladie, elle évolue sur 10 ans d'un point de vue clinique et sur 20 ans avant les premiers symptômes de manière asymptomatique. On imagine donc qu'un patient vit avec une maladie d'Alzheimer avant de décéder 30 ans de sa vie. Donc
il est illusoire de penser que 30 ans, une seule stratégie réglera le problème. Et donc, on aura des stratégies probablement de prévention, y compris de prévention thérapeutique, avec des molécules peut-être à administrer avant l'apparition des premiers symptômes, puis des stratégies au moment où les symptômes sont débutants, et puis on espère aussi des stratégies pour des symptômes lorsqu'ils sont plus tardifs, et d'avoir un panel accessible à différentes situations. Et là, à ce moment-là, on pourra estimer qu'on a mis Alzheimer KO. Alors Alzheimer KO, c'est 15 ans, 20 ans, 10 ans? Ça, c'est très difficile parce que avec les outils actuels, je pense qu'il y a encore probablement 15, voire 20 ans de développement. Mais il suffit d'une molécule identifiée un peu sur une stratégie qu'on appelle disruptive et on peut gagner énormément de temps. Donc peut-être au pire 20 ans et avec un peu d'espoir, moins de 10 ans. Et puis heureusement que la Fondation Recherche Alzheimer est là, puisqu'elle aide à donner des fonds à des chercheurs comme vous, ou en tout cas d'autres personnes. Justement, comment s'est fait la connexion, David ? Elle s'est faite de manière progressive. La Fondation Recherche Alzheimer est dans le milieu de la recherche et soutient la recherche déjà depuis de nombreuses années. Donc, en tant que chercheur, puisque c'est aussi mon activité, j'avais forcément connaissance de cette fondation. De manière informelle, il y a eu des occasions d'échanger avec la fondation, jusqu'à ce que, plus récemment, notre laboratoire bénéficie d'un financement de recherche pour un programme de recherche en génomique qui visera à déterminer bien des choses en lien avec les formes précoces de la maladie d'Alzheimer. Et David, vous êtes aussi quelque part monté sur scène lors des entretiens Alzheimer dans votre belle ville de Rouen. Ah, tout à fait. On a eu la chance que la Fondation Recherche Alzheimer souhaite s'arrêter à Rouen dans ses entretiens Alzheimer pour expliciter certains sujets scientifiques complexes auprès des patients, de leur famille et du grand public. Alors, le lieu en plus était relativement prestigieux puisque c'était à la mairie de Rouen, dans une très belle salle, et ça a permis de faire une connexion directement avec le grand public et de traiter de la génétique, des traitements, des stratégies pour voir les lésions, qui sont des sujets qui ont été abordés. Et donc c'est une vraie opportunité pour pouvoir échanger et, comme on utilise souvent le terme, vulgariser toutes ces connaissances qui sont parfois complexes pour le grand public, mais qu'on essaie de rendre accessibles. Quel est l'accueil justement du grand public lorsque vous vulgarisez cette maladie extrêmement complexe ? Alors, l'accueil est toujours très positif, puisque on entend beaucoup parler de la maladie, beaucoup de choses se disent, et d'avoir une version un peu digérée et un peu rendue accessible permet aux patients et à leurs familles d'avoir un espoir palpable. Pas juste on espère un jour avoir un traitement, mais de comprendre où on en est actuellement, aussi pourquoi ça prend autant de temps, et où est-ce qu'on peut espérer être dans quelques années. Eh bien écoutez, merci à vous David, c'était passionnant. Alors, je ne veux pas dire qu'on va croiser les doigts. Pour le lecanemab, absolument pas. Mais on sait pertinemment que la recherche est en marche, grâce à vous. Et je vous en remercie encore une fois, au nom de tous les patients et de leurs proches. La maladie d'Alzheimer, c'est 1 million de patients qui sont touchés, mais 3 millions avec les proches. Donc ça fait énormément de gens. Et dès qu'il y a de l'espoir, eh bien quelque part, on a envie de continuer de se battre. Et je vous remercie encore, ainsi qu'à vos équipes, d'essayer de mettre Alzheimer KO. Merci à vous. Alors, chers auditrices et auditeurs, si vous aussi vous avez envie de participer à cette baston contre Alzheimer, tout simplement trouver enfin les traitements qui mettront Alzheimer KO, comme nous le disons à la Fondation Recherche Alzheimer, vous pouvez vous aussi apporter votre pierre à l'édifice. Comment faire ? C'est très simple. Vous envoyez DON, D-O-N, par SMS au 92 922. Ce sont 5 € qui vont à la recherche. Et comme je le répète systématiquement, il n'y a pas de petits dons. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Et quant à vous David, je vous remercie d'avoir apporté de l'espoir et j'ai ouï dire que nous allions très très vite nous revoir, n'est-ce pas ? Je serais enchanté de cela. Moi aussi évidemment. Et à très bientôt chers auditrices et auditeurs pour un nouvel épisode du podcast, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer.